sujet aujourd'hui, c'est comment on pratique, comment on est business analyst, comment on travaille en tant que business analyst quand on est dans une équipe de maintenance logicielle. Je sais que tous ceux qui se reconvertissent ou qui ne connaissent pas ce mode de fonctionnement, ils ne savent même pas ce que c'est que la maintenance logicielle. Ils ne savent pas non plus ce que c'est forcément la business analyst. Donc, je vais commencer par découper ce live en trois parties. La première chose, première section, ça sera de rappeler ce qu'est la business analyst dans le cycle de vie logiciel. Donc, on va récapituler sur tout ce cycle de vie d'un logiciel depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Comment on intervient, nous, en tant que business analyst. Ensuite, en deuxième partie, on va parler de ce qu'est la maintenance logicielle, qu'on appelle souvent le mode run en entreprise. Et une fois que vous êtes au clair sur ces deux points, eh bien, on va pouvoir entrer dans les activités du business analyst en système d'information dans le cadre de la maintenance logicielle. Bonjour à toutes et à tous, et notamment ceux qui sont là ce soir. Sinon, bonjour à celles et ceux d'entre vous qui vont regarder cette vidéo en replay. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est pas une seule question. En fait, c'est pas mal de personnes qui m'ont posé des questions autour de la maintenance logicielle et de comment le business analyst travaillait en maintenance logicielle. Et même, je dirais que certains ne savaient même pas qu'il y avait une autre manière de pratiquer la business analyst que en maintenance, en fait. Ils ont commencé par là et ils pensent que c'est ça, être business analyst. Alors qu'en fait, non, c'est juste une toute petite partie on va dire, du périmètre et de la manière de travailler. Donc aujourd'hui, ça sera comment on pratique la business analyst dans une équipe de maintenance logicielle, ce qu'on appelle également le mode run. Donc encore une fois, si vous avez des commentaires ou des questions, vous utilisez le chat, j'y répondrai à la fin. Je voulais aussi remercier tous les abonnés parce que la chaîne, elle a beaucoup grossi. On est plus à 4400 abonnés à la chaîne à ce jour aujourd'hui, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment super encourageant pour moi. Ça montre vraiment qu'il y a plein de gens intéressés par le métier de business analyst ou par la discipline de manière générale. Et ça m'encourage à continuer de produire plein de contenus. Parce que vous voyez, j'en publie quand même beaucoup par semaine. Donc un grand merci à vous, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et surtout aussi pour celles et ceux d'entre vous qui sont là au live, ça m'évite d'être seule devant mon écran. C'est quand même plus cool parce que sinon ça sert à rien de faire un live. Donc un grand merci à vous. Si vous avez des questions sur la business analyse, quelle que soit la question, n'hésitez pas, vous m'envoyez un email alice@bestofbusinessanalyst.fr et donc les coordonnées sont également dans les informations de la chaîne et j'y répondrai vraiment avec plaisir dans un live ultérieur. J'ai parfois des questions redondantes que j'ai déjà traitées dans d'autres lives. J'essaie aussi d'alterner les thématiques, donc je ne prendrai pas forcément votre question pour le live suivant, mais vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, quelles qu'elles soient. J'essaie de faire un live un jeudi sur deux, c'est pas toujours possible, parce que parfois j'ai des obligations qui m'empêchent d'être là tout simplement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter de mon blog bestofbusinessanalyst.fr, allez faire un tour, abonnez-vous à la newsletter pour recevoir tous les 15 jours des informations sur la business analyse, des articles, des tutoriels, des podcasts, des notifications d'événements, etc. Voilà, c'est de la veille informationnelle gratuite pour vous et c'est plus sympa peut-être que d'aller tout le temps sur mon site voir ce que j'ai publié ou sur ma chaîne pour voir ce que j'ai publié. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu quand notamment j'ai des nouvelles publications ou quand le live commence, parce que vous voyez, c'est pas tous les 15 jours. N'hésitez pas également à liker dès maintenant cette vidéo si vous appréciez le contenu de ma chaîne. Voilà, alors le sujet aujourd'hui, c'est comment on pratique, comment on est business analyst, comment on travaille en tant que business analyst quand on est dans une équipe de maintenance logicielle. Je sais que tous ceux qui se reconvertissent ou qui ne connaissent pas ce mode de fonctionnement, ils ne savent même pas ce que c'est que la maintenance logicielle. Ils ne savent pas non plus ce que c'est forcément la business analyst. Donc, je vais commencer par découper ce live en trois parties. La première chose, première section, ça sera de rappeler ce qu'est la business analyst dans le cycle de vie logiciel. Donc, on va récapituler sur tout ce cycle de vie d'un logiciel depuis sa naissance jusqu'à sa mort, comment on intervient, nous, en tant que business analyst. Ensuite, en deuxième partie, on va parler de ce qu'est la maintenance logicielle, qu'on appelle souvent le mode run en entreprise. Et une fois que vous êtes au clair sur ces deux points, eh bien, on va pouvoir entrer dans les activités du business analyst en système d'information dans le cadre de la maintenance logicielle. Et à la fin,
ça sera les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, à faire vos commentaires si vous travaillez déjà dans ce cadre-là et que vous avez envie de partager votre expérience. Ça sera encore plus enrichissant parce que, encore une fois, je donne mon expérience, mon point de vue, d'après ce que je vois, ce que j'ai vu, ce que j'ai pratiqué. Mais il y a tellement d'entreprises que chacun peut avoir aussi son expérience et avoir envie de la partager. Donc, c'est l'occasion. Déjà, un petit récap sur ce qu'est, une petite synthèse sur ce qu'est la business analyse dans le cycle de vie et logiciel. Donc, effectivement, il y a un cycle de vie logiciel, c'est simplement le logiciel avant d'être créé. Il y a une première idée. Donc, l'idée, elle vient d'où en général? C'est parce que l'entreprise ou l'organisation, elle a une problématique. Soit c'est un problème extérieur à l'organisation, soit c'est une problématique intérieure. Par exemple, elle a fait une acquisition d'une société et elle doit merger des systèmes d'information différents. Mais ça peut être un changement de réglementation, donc ça vient de l'extérieur. Ça peut être un nouveau concurrent. En intérieur, en contrainte interne, ça peut être tout simplement un nouveau produit, un nouveau service ou peu importe, un changement de processus métier. Donc ça, c'est le déclencheur d'un besoin qui est de faire évoluer alors pas que le système d'information, mais là on est dans le cas des systèmes d'information. En tout cas, il y a un besoin et il faut y répondre. Donc, comment on peut y répondre? On peut y répondre en changeant les processus métiers, en changeant plein de choses qui ne sont pas liées au système d'information. Et puis, évidemment, on peut y répondre aussi en modifiant ou en créant un système d'information, un logiciel. Donc ça, c'est le tout début, le déclencheur en fait du cycle de vie logiciel. Il y aura une phase de développement où on va réfléchir à la faisabilité et à l'opportunité de répondre à ce besoin. On peut très bien décider, finalement, il y a un risque peut-être, mais on y répondra, on va faire une gestion par le risque et non pas en anticipant, en créant une réponse. Donc ça, c'est toute une phase de développement dans le cycle de vie. Ensuite, vous avez, pendant ce cycle de développement, un projet qui va se lancer. Ensuite, vous allez avoir le lancement du produit ou du logiciel sur le marché. Alors, selon que c'est en approche agile ou en méthode traditionnelle, vous aurez soit un petit morceau du logiciel, des incréments, voilà, qu'on va rajouter, soit le logiciel déjà totalement terminé. Ça, c'est plutôt quand on fait une gestion de projet de manière traditionnelle, cycle en V en cascade, où le logiciel est déjà totalement terminé quand on le met sur le marché. Mais dans les approches agiles, c'est sur la base d'un minimum viable product, donc un produit minimum viable, et après on lui rajoute au fur et à mesure des fonctionnalités ou des exigences, voilà, et pour satisfaire de plus en plus les clients, les utilisateurs. Donc il y a cette phase de lancement. Ensuite il y a une phase de croissance du logiciel où il est utilisé à plein rendement comme n'importe quel produit qui ne soit pas logiciel. Donc là c'est la fameuse courbe en cloche quand on représente ça au niveau des ventes. Donc en axe des ordonnées, on a les ventes en général. Et donc forcément, en phase de croissance, on a les ventes au maximum ou les bénéfices, ce que vous voulez mettre dans cet axe Y. Et après, on a la phase de maturité, c'est un plateau. Et après, on a la phase de déclin. Et à la fin, le retrait, c'est-à-dire que la solution informatique, on va décider, donc si on reste dans le système d'information, la solution informatique, on va décider de la retirer, soit parce qu'elle est obsolète, soit parce qu'elle ne répond plus du tout aux besoins métiers, etc. Et donc, à ce moment-là, il y a aussi besoin d'un business analyst, en tout cas de business analyse, pour gérer cette phase de retrait, parce qu'il ne s'agit pas de l'enlever et puis après basta. Il faut vraiment analyser les conséquences de ce retrait de logiciel. Donc ça, c'est le cycle de vie du produit logiciel. Et donc, tout au long de ce cycle de vie, qui peut durer évidemment des années, vous avez un ensemble d'activités qui se segmentent en fait en 3 grandes parties. On a donc la phase d'avant-projet, qui est étude d'opportunité, de faisabilité, de business case, rentabilité. Donc, on analyse plusieurs possibilités de répondre à la problématique initiale. Et parmi toutes ces solutions possibles, on va en identifier une, on va en choisir une. Enfin, je dis on, c'est évidemment le management, l'entreprise, mais il y aura évidemment le business analyst qui aura intervenu avant le lancement pour formuler des recommandations, analyser, etc. Et donc là, une fois que l'entreprise décide de donner un go au projet, c'est-à-dire qu'elle va lui attribuer une enveloppe budgétaire, une roadmap, etc., une feuille de route, parce que parfois ils décident de rien faire. Voilà, on fait un no-go projet, donc on ne fait rien. Mais quand on fait go projet, là, on lance le projet de manière officielle avec un chef de projet, avec une équipe, avec un budget, avec un périmètre défini, etc. Et là, on va avoir toute une phase de développement du logiciel qui va passer par, là également, un certain nombre d'étapes
qui vont conduire progressivement à analyser les besoins de manière macroscopique, après de manière détaillée, faire la conception fonctionnelle, faire la conception de l'architecture, la conception technique, le développement, les tests unitaires d'intégration, etc., les tests métiers, les tests d'acceptance. À la fin, on va livrer et déployer soit le logiciel dans son intégralité, soit des briques de logiciel en fonction de la gestion de projet qu'on a choisi. Et on va faire un go live et donc une mise en production du logiciel ou d'une partie du logiciel. Donc là, le business analyst devra intervenir à certaines étapes de cette gestion de projet. Et lorsqu'on va mettre en production le logiciel ou une partie du logiciel, on va rentrer dans ce qu'on appelle une phase de garantie. Donc l'entreprise, en tout cas l'entité réalisatrice, que ce soit la direction de système d'information de l'entreprise ou une société externe, va assurer pendant un certain temps contractuel une phase de garantie pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, en tout cas pour corriger tout ce qui est nécessaire de corriger. Puis à l'issue de cette phase de garantie, par exemple 2 mois, vous allez rentrer dans une phase de maintenance. Et donc la maintenance va s'échelonner jusqu'à l'obsolescence, jusqu'à la mort de la solution. Et ça peut donc durer évidemment des années. Donc là, on va parler de ça. Moi, ce soir, je vais vous parler de comment on travaille en tant que business analyst à ce moment-là, quand la solution est déployée ou une partie de la solution est déployée, mise en prod, et donc utilisée par des clients finaux, par des utilisateurs, voilà, et comment le business analyst intervient à ce moment-là. Alors, je vous ai parlé d'avant-projet, parce qu'il y a des activités, si vous voulez, qu'on retrouve pendant la phase de projet de développement de la solution informatique. Alors, cette phase-là de développement de la solution, c'est ce qu'on appelle le mode build, souvent. Je dis souvent parce que c'est issu de schémas certification à la gestion de projet. Donc, on dit souvent le mode build et le mode run. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on rencontre dans les entreprises, mais ce n'est pas toujours le terme systématique. Hein, donc, ne vous focalisez pas là-dessus. Mais je le remploie, je réutilise malgré tout parce que c'est fréquent. Donc, le mode build, c'est soit le projet from scratch, à partir de zéro, le logiciel n'existe pas, on va le créer de toutes pièces, soit il y a des évolutions majeures qui sont demandées. Et c'est tellement majeur qu'on ne peut pas le faire par l'équipe de maintenance. Et donc, on va ça va être des mini-projets qui vont rajouter en fait des fonctionnalités, en tout cas faire évoluer de manière majeure le projet. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le mode build. Et là, il y a des phases. Donc du coup, pour le mode build, vous passez toujours par un pré-projet. On va étudier l'opportunité de le faire, la faisabilité interne. Est-ce que l'entreprise a la capacité en interne de le faire ou est-ce qu'elle n'a pas la capacité, il lui manque des ressources financières, en ressources humaines, technologiques, etc. Elle va faire une étude de rentabilité par le biais du business case et après, éventuellement un pré-cadrage quand c'est un très gros projet. Et ensuite, on va faire le go, no go. Donc, que ce soit une évolution majeure ou un nouveau projet totalement à faire depuis le début, vous avez cette phase-là sur laquelle le business analyst peut intervenir. Ensuite, toujours dans le mode build, donc nouveau projet ou évolution majeure, vous avez le projet qui va être pour le business analyst constitué de la manière suivante, un cadrage. Alors, je vous donne les bonnes pratiques. Je ne dis pas que ça se fait toujours, malheureusement, mais normalement, ça devrait se faire comme ça. Donc, souvent, c'est le cadrage, la mise en place de la gouvernance déjà du projet, bien sûr, mais aussi de la business analyse, et notamment la partie ingénierie des exigences qui permettent de faire le lien entre le besoin initial, les exigences et le logiciel développé. Ensuite, vous avez tout ce qui est élicitation, donc recueil des besoins et d'informations contextuelles, avec toutes les techniques qui sont dans notre boîte à outils à nous, business analysts, parce qu'il n'y a pas que les workshops et les interviews comme technique d'élicitation. Ensuite, vous avez toujours du point de vue du business analyst toutes les analyses de l'existant, analyse des besoins, analyse des écarts, analyse comparative, analyse des risques qui sont les 5 plus importantes. Évidemment, nos recommandations. Ensuite, toujours au côté business analyst sur un projet en dev, comme ça, vous avez la conception fonctionnelle générale et détaillée, avec les fameuses spécifications fonctionnelles générales, spécifications fonctionnelles détaillées, le glossaire, les règles métiers, la modélisation, qui sont du coup les informations les plus importantes à ce moment-là. Mais vous avez après, si vous êtes en approche agile, le fameux aussi product backlog et les user stories et les critères d'acceptance qui sont les artefacts les plus connus et qu'on met en place et qu'on complète en tant que business analyst dans la conception fonctionnelle du logiciel.
Ensuite, une fois que c'est fait, il y a l'équipe de dev qui va faire la partie technique au niveau architecture, au niveau développement, au niveau des tests unitaires. Et nous, on va récupérer le bébé, donc le logiciel développé, testé techniquement, pour le tester pour vérifier qu'il est conforme en fait à ce que nous on a spécifié au niveau fonctionnel et que c'est conforme également aux attentes des utilisateurs. Donc on a toute une partie de stratégie, conception, déroulement et pilotage des tests métiers. L'acceptance utilisateur, qui est la partie test métier, mais fait par le client dans son contexte de travail. Et puis, après, on a aussi la partie formation utilisateur. Et donc ça, c'est toute la partie projet build que fait le business analyst. Et ensuite, en après-projet en mode run, on a de la maintenance et la gestion de l'obsolescence de la solution. Et donc, je vais vous expliquer ce que c'est exactement, ce que fait du coup le business analyst dans cette partie-là. Donc là, c'était la première partie pour déjà comprendre le cycle de vie de la solution et comment la business analyst intervient dans ce cycle de vie. Donc, dans la deuxième partie de ce live, je voudrais vous parler du coup, de la maintenance logicielle, de manière plus précise en fait, parce que qu'est-ce que c'est? Donc, je vous ai expliqué le cycle de vie, donc vous comprenez à quel moment ça arrive, mais effectivement, lorsque on a mis en prod un logiciel, il va forcément y avoir des bugs ou des évolutions ou des adaptations à faire. Et c'est pour ça qu'en général, on a trois types de maintenance. On a la maintenance corrective, qui est donc la plus courante, qui consiste à répondre à un dysfonctionnement du système, à une avarie, un ralentissement. Donc, en fait, là, on a des bugs qui sont signalés en général par les utilisateurs, mais pas que. Ça peut être aussi l'équipe technique elle-même qui constate qu'il y a des bugs avant que, heureusement, les utilisateurs le constatent. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de services de TMA, enfin de maintenance applicative, on fait en sorte que, avant que l'utilisateur se rende compte du problème, eh bien, les processus de maintenance soient suffisamment costauds pour que l'équipe technique les constate avant, évidemment, le client. Donc ça, c'est la maintenance corrective. Ensuite, vous avez la maintenance adaptative. Là, le but, c'est de conformer le logiciel ou l'application à un nouvel environnement sans qu'il change. C'est-à-dire que voilà, on va pas changer son mode de fonctionnement ni ses fonctionnalités. Par contre, son environnement va changer, environnement technique par exemple. Et dans ce cas-là, il faut que le logiciel il soit adapté. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est entre guillemets transparent pour l'utilisateur. Alors, c'est pas là qu'on va voir en général le business analyst. Le business analyst, on va le voir souvent en général sur maintenance corrective et maintenance évolutive, qui est donc la troisième type de maintenance, qui consiste à mettre aux normes le logiciel, à gérer les mises à jour, l'implémentation de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles fonctions. Là, c'est les utilisateurs qui font leur feedback par rapport à tout ça. Et là, en fait, dans la maintenance évolutive, on ne va gérer que des demandes mineures. Donc, évidemment, il y aura une analyse des demandes, des tickets, on appelle ça des tickets en maintenance. Et si c'est mineur, ça rentre dans le workflow de la maintenance. Si c'est majeur, eh bien, ça va faire l'objet, alors selon les processus de l'entreprise, d'un projet où il va alimenter un autre projet plus important et ça sera un mode build pour plus tard. Donc, comment la maintenance est assurée? Pardon. Alors, elle peut être assurée de deux manières, soit au sein de l'organisation qui utilise le logiciel, au sein de la structure, par le service informatique. Ça peut être même de trois manières. Ou alors, ça peut être géré par la société qui a créé et produit en fait le logiciel. Et puis, également, vous pouvez faire appel à un prestataire informatique tiers, souvent du coup une société de service d'une ESN, anciennement SS2I, qui va se charger de la gestion de l'ensemble du service du système informatique et du coup qui va avoir un contrat qu'on appelle un contrat de tierce maintenance applicative, l'acronyme étant TMA. Donc si vous voyez que vous avez des postes dans une équipe TMA, tierce, donc de business analyst TMA, je suis allée regarder tout à l'heure, il y en a, sachez que vous allez intervenir dans un cadre de maintenance applicative. Alors, la TMA, c'est quoi? C'est l'externalisation totale ou partielle de la maintenance des logiciels et applications d'une société. Donc, dans le contrat, en fait, ça peut être
tout le logiciel qui est géré par ce type de contrat externalisé ou une seule partie. Le prestataire, du coup, c'est souvent une ESN voilà, qui fait ça et qui a un plateau, un ensemble d'experts techniques et aussi potentiellement des business analysts, un chef de projet, pardon, qui va il va devoir maîtriser déjà le logiciel, comprendre toutes les fonctions, toutes les fonctionnalités. Et puis, évidemment, il va devoir tout maîtriser. Pourquoi? Parce que il va être en charge de la correction des anomalies, de son évolution du point de vue mineur ou alors les évolutions adaptatives, évolution voilà, des logiciels, des applications, de la base de données aussi, donc du système d'information dans son ensemble. Donc, ce contrat de gestion informatique de TMA, on l'appelle aussi infogérance. Donc, ça, c'est pareil, si vous cherchez un job de business analyst et que vous voyez infogérance TMA, c'est du coup une intervention de business analyst dans ce cadre-là. Et donc, ça concerne le maintien en état de l'outil informatique. Ça ne couvre pas les besoins liés à l'évolution des logiciels, sauf si le contrat le prévoit. Et dans ce cas-là, c'est souvent parce que la société informatique qui fait la maintenance est en général celle qui a aussi créé et produit le logiciel. Donc souvent, il y a aussi cette brique-là qui est qu'elle se charge de l'évolution du logiciel. Mais voilà, mais ça, c'est contractuel. Donc, c'est vraiment dans le contrat qu'on voit ce que fait la société de prestation en TMA ou en infogérance. Et donc, évidemment, le donneur d'ordre, la société donneur d'ordre, elle a un service informatique et elle va décider quel est le périmètre qu'elle va concéder en maintenance, en tierce maintenance applicative à une société. Qu'est-ce qu'elle va garder de son côté? Il y a parfois une partie qui est très critique ou risquée qu'elle va se garder et il y aura une autre partie qu'elle va déléguer en tierce maintenance applicative. Alors, je suis allée regarder un petit peu sur Internet, on parle de TMA. En fait, vous trouvez des informations facilement, donc je ne vais pas en parler trop longtemps. Mais en gros, à quoi sert la TMA? C'est en interne, vous n'avez pas forcément les ressources financières et puis techniques et surtout en termes de compétences. Parce que comme ça dure, la TMA dure longtemps, il faut que les collaborateurs ils soient formés sur plein de technologies. Sachant que voilà, en maintenance adaptative, typiquement, on doit quand même être tout le temps au courant des évolutions technologiques. Et ça fait partie du contrat en fait que la société TMA elle a de toujours s'assurer que le logiciel il suit les évolutions technologiques. Donc souvent l'entreprise n'a tout simplement pas les compétences en interne ou alors elle a un tout petit service informatique qui est déjà très occupé à gérer d'autres problématiques purement utilisateurs et donc n'ont pas le temps de faire tout ça. C'est souvent beaucoup moins cher, en tout cas, c'est vrai par rapport à une embauche, c'est souvent intéressant à ce niveau-là. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai regardé? Donc, il y a des contrats annuels ou biannuels avec un forfait à la tâche, ce qui permet à l'entreprise donneur de rationaliser la fréquence de ses interventions. Quoi d'autre? Bon, il y a plein de trucs, je ne vais pas tout vous dire parce qu'après, voilà, c'est pas le but de ce soir. Mais voilà, donc là, sachez qu'au niveau de la TMA, si vous êtes du coup un business analyst, ça veut dire que vous n'allez pas intervenir chez le client, vous allez travailler, puisque c'est une tierce maintenance applicative, en général auprès d'une entreprise de services du numérique qui est spécialisée là-dedans. Donc, vous ne serez pas interne client. Et si vous faites de la maintenance, du coup, au sein d'un service informatique, eh bien là, évidemment, vous serez interne, un business analyst interne, mais toujours dans une optique de faire de la maintenance. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en approche agile, on a tout le temps de livraison, puisque en fait, quand on livre un logiciel, on a agile, avec une approche agile, de gestion de projet agile, on va livrer d'abord une première brique qui est le produit minimum viable. Et puis après, on va faire que des incréments. On va rajouter à chaque fois des product incréments pour augmenter en fait la portée fonctionnelle du produit. Et donc, vous aurez constamment des mises en prod et donc du run sur la partie qui vient d'être livrée. Et donc, c'est une organisation qui est aussi très particulière. Comment ça se fait en général? Parce qu'il faut que nous, en tant que business analyst, on soit au courant comment ça fonctionne contractuellement. L'entreprise cliente, elle va définir un cahier des charges précis qui correspond à ses attentes et ses exigences au niveau de la gestion de projet.
Donc, par exemple, ils vont définir quel type d'équipe qui veulent que ce soit du Scrum, donc des sprints tous les X temps. Ils veulent que ça soit des livraisons et des déploiements, donc des livraisons et des déploiements continus ou pas, ou alors c'est une fois tous les mois. Ils vont définir quelle est la responsabilité des uns et des autres, quels sont les parties prenantes et les contributeurs côté client et quelle va être l'équipe et la constitution de l'équipe côté maîtrise œuvre, etc. Donc tout ça, le but, c'est de co-créer. Donc on va co-créer en fait une sorte de plan d'assurance qualité. Ça, c'est vraiment les bonnes pratiques, c'est pas systématique. Mais suite à ce cahier des charges, le mieux, c'est d'avoir un plan d'assurance qualité qui permet de donner les contours du projet run, donc de maintenance évolutive, qui va délimiter les objectifs, les conditions nécessaires à l'application, l'environnement de déploiement, donc toute la partie technique, hein, donc les limites techniques et budgétaires à respecter, etc. Et donc, tout ça, le but, c'est que il n'y ait pas de problème pendant on va dire contractuel, pendant et aussi technologiques qui n'ont pas été identifiés avant et de processus qui empêchent la bonne marche de la TMA. Et donc, nous, quand on est business analyst, tout comme toute l'équipe de maintenance, on est forcément dépendant de cette approche contractuelle, de ce contrat, de ce plan d'assurance qualité. Donc, par exemple, on sait que quand il y a un ticket qui est lancé par un utilisateur, on a par exemple X jours pour y répondre si c'est mineur, X jours ou heures si c'est majeur ou critique. Voilà. Donc, il y a ce rythme-là quand on est en maintenance qu'on n'a pas sur les projets du coup, qui sont sur un temps beaucoup plus long, même sur les projets qui sont en build agile. On a ce cadencement j'allais dire d'urgence, où il faut tout le temps être dans les temps, parce que derrière il y a vraiment des nécessités contractuelles. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. Parce que si vous êtes business analyst dans une équipe de maintenance et que vous avez connu que ça, franchement, ça n'a rien à voir avec l'intervention en tant que business analyst dans un projet en mode build où le temps est beaucoup plus long, où on a le temps de faire beaucoup plus de choses de manière beaucoup plus approfondie, où le périmètre n'est pas du tout le même, puisque forcément, quand on est en TMA, enfin en maintenance de manière générale, ce qu'on voit, c'est la problématique émise par le ticket. Ça peut être un truc vraiment hyper bateau. C'est la taille du champ fait 50 caractères et c'est pas suffisant, il faut en mettre 100. Donc là, on voit pas forcément le côté métier, on n'est pas trop dans l'opérationnel, on est vraiment dans la solution informatique. On n'est pas dans le processus métier, on n'a pas de vision globale, on est vraiment focalisé sur une problématique très très particulière. Contrairement au mode build où là on voit la problématique, les besoins métiers dans leur ensemble, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc en général, je trouve que c'est très bien de commencer par la maintenance parce que ça donne accès au métier en fait de business analyst de manière, alors j'allais dire soft, pas forcément parce que c'est un peu stressant, puis c'est parfois un peu frustrant aussi de travailler comme ça, mais quelqu'un qui n'a jamais fait de travailler en mode projet ou dans l'informatique, c'est plutôt pas mal parce que ça vous fait voir comment fonctionne une équipe informatique, comment c'est un projet, les livraisons, qu'est-ce que c'est. On met les mains dans le cambouis au niveau technique alors qu'on n'a peut-être jamais fait ça avant, on fait des tests et tout ça. Donc c'est pas mal. Après, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, moi personnellement, dès que j'ai pu, j'ai plus jamais fait de maintenance. Parce que c'est pas du tout, à mon sens, je veux pas réduire ça, et puis je veux pas vous décourager si vous y êtes, mais c'est pas très créatif, on voit pas les choses en grand, on voit pas, enfin moi ce que j'aime, c'est voir à partir de la première idée, première problématique et après dérouler la pelote de laine de A à Z et pas juste, travailler sur une fonctionnalité. Mais bon, c'est, chacun voilà, son avis là-dessus. Moi, en tout cas, dès que j'ai pu, j'ai arrêté totalement la maintenance. Donc, si vous faites que de la maintenance et vous pensez que business analyst, et franchement, j'ai échangé avec certaines d'entre vous qui ne connaissaient que business analyst par ce prisme-là de la maintenance et qui ont été un peu dégoûtés en disant ouais, en plus je suis en Scrum, il y a un product owner, mais moi je cours tout le temps pour faire des user stories et des critères d'acceptance, c'est tout le temps très rapide, j'ai le temps de rien, c'est pas moi qui décide et c'est que des petites briques comme ça et c'est frustrant. Et ben sachez que c'est parce que vous travaillez en maintenance, mais que si vous travaillez pas en maintenance, ça sera complètement différent. Votre métier de business analyst, il va être totalement différent. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, chaque projet
fait que notre métier, il change en fait. On a un gros périmètre et le métier, il change. Par contre, on a quand même des activités, heureusement, qui sont absolument similaires. C'est juste le périmètre qui va changer. Donc ça, c'est la troisième partie. Alors, quelles sont les activités du business analyst dans l'équipe de maintenance logicielle? Maintenant que vous avez compris le cycle de vie d'un logiciel et comment dire, ce que c'est que la maintenance. Alors, je suis allée regarder honnêtement, tout simplement, sur les offres d'emploi par curiosité, parce que moi, j'ai mon expérience, mais je voulais savoir si ça correspondait finalement aux demandes d'emploi qu'il y a actuellement, vu que ça fait quand même quelques années que j'en ai pas fait. Je constate quand même que ce qui revient essentiellement, c'est des compétences en test. Donc, il semblerait quand même que quand vous êtes business analyst en maintenance, on vous demande essentiellement d'avoir des compétences en test logiciel. Et j'en vois souvent qui ont des annonces en fait où on demande aux business analysts d'être certifiés ISTQB. Donc, si vous ne connaissez pas ce schéma de certification, c'est ISTQB. Donc, Information System, je ne sais plus quoi, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est en gros le schéma de certification international le plus connu en test logiciel, mais pas que du test métier, on est d'accord, c'est des tests, tous les tests, plus ou moins techniques, tout ce que vous voulez, et il y a une partie, il y a une des certifications, puis ils ont plusieurs certifications, une des certifications qui est le niveau 2, donc il faut avoir déjà les fondamentaux, le niveau 2 c'est analyste, donc testeur analyste, et là c'est en fait ce dont on a besoin, ce qu'on a besoin de connaître, nous, en tant que business analyst, si on est amené à faire du test logiciel. Et donc, en maintenance, c'est vrai que j'ai quand même vu énormément dans les compétences requises, une compétence en test. Donc, je vous donne deux exemples. Donc là, il y a une annonce, donc business analyst en TMA, ils disent quoi? Vous assurez la tierce maintenance applicative et le support pour la montée en charge des projets et les évolutions du produit. Dans ce cadre, vous assurez le bon fonctionnement du logiciel. Donc, il donne le nom du logiciel. Donc, c'est vrai que ça peut arriver aussi qu'on vous dise il faut que vous connaissiez tel logiciel en particulier, si c'est un logiciel éditeur, par exemple. Mais ça peut être un logiciel maison, auquel cas, forcément, vous ne pouvez pas le connaître. Donc ça veut rien dire. Assurer le bon fonctionnement du logiciel, sachez que ça veut strictement rien dire dans l'offre d'emploi. Donc ça me fait toujours rigoler quand je vois ça. Parce qu'évidemment, c'est la maintenance. Tout le monde est censé, en maintenance, assurer le bon fonctionnement du logiciel. Ensuite, il demande identifier et analyser les demandes d'évolution de correction. Donc oui, effectivement, il y a une demande et vous allez l'identifier et vous allez analyser la problématique. Corriger les erreurs remontées par les utilisateurs. Là, c'est pareil, ça ne veut rien dire en tant que tel, parce que corriger les erreurs, en tant que business analyst, vous ne corrigez pas une erreur technique. Vous allez voir éventuellement une erreur de règle métier ou une erreur dans la spécification ou alors créer une user story qui va... mais vous n'allez pas corriger dans le code, quoi. Donc, bon... Ensuite, réaliser les mises à jour et l'optimisation du logiciel, c'est pareil. Un business analyst qui réalise les mises à jour et l'optimisation du logiciel, ça veut tout et rien dire, quoi. Ça veut, à mon avis, juste dire, quand il y a des mises à jour du logiciel, vous allez participer en fait à cette maintenance adaptative, par exemple. Bon, et optimiser, c'est pareil, optimiser, ça veut dire quoi? Optimiser. Techniquement, fonctionnellement, ça reste du mineur, c'est de la maintenance. Alors ensuite, vous intervenez sur l'aspect fonctionnel. Donc, il donne les modules production, vente, finance de ce logiciel. Donc, ça veut dire quoi? Intervenir sur l'aspect fonctionnel, c'est être capable de concevoir ou de mettre à jour les fonctionnalités ou les exigences non fonctionnelles de la solution. Et vous participez au projet de déploiement. Donc là, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut sans doute dire peut-être former les utilisateurs à la nouvelle utilisation du logiciel ou s'assurer que l'acceptance utilisateur elle est faite ou vérifier que dans leur contexte utilisateur ça fonctionne bien. C'est très vaste, vous voyez, très vague plutôt. Cette annonce, elle est c'est de la maintenance, mais si vous voyez ça et que vous ne comprenez pas trop, c'est du flou artistique, hein, voilà, c'est entre guillemets, c'est pas qu'un BA qui pourrait répondre à cette annonce, c'est toute personne qui intervient dans le cadre d'une maintenance logicielle. Donc ça, c'est type d'annonce qui est un peu pourri, qui est pas très explicative. Ensuite, j'en ai vu une autre. Alors, qu'est-ce que je vois? Alors là, déjà beaucoup plus étoffé, beaucoup plus. Donc là, on voit vraiment la maturité de l'entreprise par rapport au rôle de business analyst. Quand c'est des annonces comme ça un peu vagues et tout ça, ça veut dire
que le business analyst, il n'est pas forcément bien reconnu ou pas bien compris dans l'entreprise. Par contre, les entreprises qui postent des annonces qui sont bien concrètes, bien précises, vous savez déjà que l'entreprise, elle sait ce que c'est un business analyst et elle a déjà un processus qui est clair dans les rôles et responsabilités. C'est déjà un peu plus rassurant. Donc là, par exemple, de formation initiale en informatique, vous avez une expérience significative en tant que business analyst, QA testeur, idéalement chez un éditeur de logiciels. Donc déjà, ce qu'il vous dit, c'est de formation initiale en informatique. Et ça, c'est important. Ça veut dire que vraiment, on va vous demander des compétences IT. Donc si vous venez du métier, typiquement, aller en maintenance logicielle, c'est pas forcément évident si vous avez zéro formation IT, parce que en maintenance, c'est vraiment une compétence qu'on va vous demander. On va vous demander de savoir requêter en base, de comprendre l'architecture du système d'information. Vous allez vraiment travailler avec l'équipe de dev, donc l'équipe technique. Donc quelqu'un qui vient du métier, franchement, je ne lui conseille pas de commencer par la maintenance IT parce qu'il va avoir trop de choses à apprendre d'un coup, ça risque d'être compliqué. Mais bon, là, typiquement, c'est une annonce qui met en avant la compétence IT du business analyst. Donc ensuite, ils disent de nature rigoureuse, vous savez mettre à profit vos capacités d'analyse et de prise de recul pour analyser et détailler le besoin fonctionnel. Votre aisance relationnelle vous permet d'échanger avec les équipes de manière bienveillante et vous intégrer dans un contexte agile. Donc là, tac, mot-clé, agile. Vous savez que c'est une gestion agile, donc il y aura un cadencement, il y aura voilà, des sprints, des itérations qui vont durer 15 jours. Donc ça, c'est pareil, si vous n'êtes pas formé à la gestion de projet agile, les approches agiles, c'est quelque chose que vous appreniez parce que sinon, vous allez être un peu perdu dans le jargon. J'en ai déjà parlé dans d'autres lives. Ensuite, ils disent, bien entendu, un bon niveau rédactionnel est attendu pour la rédaction des documentations, compléments de spécification, fiches de test, rapports, etc. Donc déjà, ils vous donnent une idée de ce qui est attendu en termes d'activité. Et ensuite, dans cette annonce que j'ai vue donc, ce matin, ils disent, au niveau des missions, donc ils disent le lien de subordination, c'est en lien direct avec le CTO, donc c'est vraiment côté DSI pour le coup, et pas pour le métier. Vous serez en charge de l'analyse fonctionnelle détaillée et de la définition des critères d'acceptance. Donc, critères d'acceptance, c'est agilité. Scrum. Vous saurez définir et construire la stratégie de test de nos applications métiers, puis gérer la mise en place et l'exécution des campagnes de test. Donc là encore, c'est très focalisé test. Et après, ils définissent les activités. Alors, compréhension du métier et du domaine fonctionnel. Analyse fonctionnelle et rédaction des tests d'acceptance. Définition de la stratégie de test. Création et validation des scénarios de test. Oui, c'est encore test. Hein. Automatisation des process de test récurrents. Validation fonctionnelle des nouveaux développements. Exécution de campagnes de test, tests de non-régression. Maîtrise des méthodologies agiles et des pratiques liées au test. Donc là, vous voyez encore, alors encore une fois, c'est très orienté test, mais j'en ai vu beaucoup des comme ça. Au niveau évolution, ils disent que ça peut amener à évoluer vers le poste de chef de projet et ou product owner. Alors, autant vous dire que c'est d'autres métiers. Donc, une évolution, chef de projet, c'est pas business analyst. Hein. Moi, on fait parfois les deux quand c'est même souvent. Mais chef de projet, c'est du pilotage. On va pas dans le détail fonctionnel ni métier. C'est vraiment du pilotage. Et le product owner, par contre, c'est au contraire, je m'approprie le produit de A à Z, c'est-à-dire jusqu'à sa commercialisation, etc. Donc, vous voyez, on est au carrefour, nous, business analysts. On est à la fois côté pilotage, côté IT et côté product owner, qui est la partie connaissance du produit, dans le sens réalité économique de l'entreprise, c'est-à-dire jusqu'à son marketing, son développement, voilà. Donc, vous voyez, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'eux, ils disent certification ISTQB. Donc, je vous en ai parlé, schéma de certification de testeur logiciel. Donc, ça, ils disent que c'est un plus. Ils n'imposent pas. Il y a certaines entreprises qui l'imposent. Compétences en développement ou maîtrise d'outils pour la réalisation de tests automatisés. Donc, ça donne vraiment, ça, c'est une annonce typiquement où il y a une maturité en termes de maintenance logicielle. On voit qu'il y a des équipes et des compétences qui sont précises, qui sont encore une fois matures. Et donc, c'est déjà, entre guillemets, pour moi, plus rassurant de rentrer dans ce type de contexte en tant que business analyst. Bien sûr, il faut avoir les compétences qu'ils ont nommées, mais c'est plus rassurant que la première annonce où clairement c'était Youpla Boom, c'était un peu trop vague, quoi. Voilà, donc je ne dis pas qu'il y en a qui sont mieux que d'autres, mais si vous débutez, je préférerais moi commencer par la deuxième annonce, même si c'est très technique et il faut que vous soyez formé sur cette partie-là.
parce que c'est plus facile de rentrer dans quelque chose qui est bien organisé que quelque chose où il n'y a pas de rôle de responsabilité clair, vous ne savez pas qui est quoi comment, qui fait quoi, vous allez intervenir sur quoi, vous allez courir dans tous les sens sans savoir exactement ce que vous faites. Et ça arrive encore trop souvent. Donc, ça, c'est pour un peu le contexte de ce que j'ai pu voir, mais je vous laisse regarder, hein, aller sur les offres d'emploi et regarder un petit peu le contenu. Et d'ailleurs, c'est vraiment un conseil, surtout allez bien regarder le contenu de la description. Ne vous contentez pas de regarder le titre, pardon, marqué business analyst. Allez vraiment dans le détail parce que ça peut vraiment changer du tout au tout. Et vos compétences peuvent changer du tout au tout en fonction de l'annonce. Donc, ça peut, voilà, c'est important, quoi. Donc, pour revenir aux activités de business analyst dans le cadre de la maintenance. Donc, première chose à savoir dans le contexte, c'est le déclencheur, c'est un ticket. Un ticket dans un outil comme le plus connu, c'est Jira, qui est un outil de ticketing entre autres. En gros, l'utilisateur ou en tout cas la personne qui a découvert l'anomalie va loguer la problématique dans l'outil. Et après, il y a un workflow et il y a tout un ensemble d'étapes en fait qui vont être gérées dans Jira. Donc, il y aura alors le workflow, il est spécifique à l'entreprise. Donc, chaque entreprise va dire: «Voilà comment moi je veux gérer ma maintenance et mon workflow». Et donc c'est adapté à chaque contexte, hein, d'entreprise. Mais souvent, on a un niveau 1, on va analyser le ticket et après on va le router à la bonne équipe. Donc, il y aura des tickets, clairement, on voit que c'est du technique à 100. D'autres, on voit que c'est plutôt côté métier, d'autres, c'est plutôt, enfin voilà. Donc, il y aura vraiment un premier niveau où on va router le ticket à la bonne équipe. Il y aura un chef de projet, du coup, qui est nommé, hein, sur ça et son objectif à lui, c'est de s'assurer de faire vraiment le pilotage de tous les tickets, de reporter au client et de s'assurer, en fait, que le contrat, le cahier des charges et le plan d'assurance qualité, il est correctement suivi. Donc chaque ticket, il est caractérisé par une urgence et une criticité. Le délai de correction, il dépend de cette urgence et de cette criticité. Et donc, le business analyst et l'équipe de maintenance, de manière générale, va devoir réagir plus ou moins rapidement. Mais en général, évidemment, c'est maintenant, c'est rapidement pour y répondre. Donc, je vous donne les bonnes pratiques actuellement, hein. Donc, si vous êtes dans une entreprise où c'est pas du tout comme ça, c'est un peu le bazar, où c'est, par exemple, un ticket, c'est juste quelqu'un qui envoie un email et je l'ai vu, oui, je vous donne les bonnes pratiques. Mais ça peut arriver que ça soit beaucoup plus, comment dire, officieux, je ne sais pas comment dire, amateur. Mais bon, après, tous les logiciels n'ont pas besoin de quelque chose d'hyper lourd en termes de maintenance, hein. Il y a parfois des applications, il y a un ticket tous les mois, quoi. Et d'autres, c'est je ne sais combien par jour. Donc ensuite, je vous l'ai dit, les approches agiles ou traditionnelles, on ne travaille pas pareil. On n'a pas accès aux utilisateurs de la même manière non plus, ni aussi rapidement. Ensuite, il y a des maintenances où il y a la livraison et le déploiement qui sont continus, alors que dans d'autres cas, c'est des releases qui sont planifiées. Par exemple, tous les 15 jours, il y a en fait toutes les corrections de bugs ou les évolutions mineures, elles vont être rassemblées, entre guillemets, et livrées à une date précise. Par exemple, tous les 15 jours, tous les mois, tous les 2 mois. Et d'autres fois, c'est livraison et déploiement continu. Donc ça aussi, c'est très variable d'une entreprise à l'autre, selon le PAQ et tout ça, le plan d'assurance qualité, etc. Donc le BA, dans ce contexte-là, il faut donc comprendre qu'il va intervenir sur un ticket, donc sur une petite problématique très, très pointue, très particulière. Ça peut être encore une règle métier qui n'est pas bonne. Donc là, il va falloir vraiment creuser, faire des ateliers avec les utilisateurs pour comprendre pourquoi. Une évolution qui a eu lieu, ou alors c'est un cas aux limites qui n'a pas été vu avant. Mais ça peut être aussi un truc tout bête, le champ, voilà, le champ qui est pas, le champ texte, en fait, c'est pas bien parce que du coup, on ne peut pas analyser les données, il faut un autre. Ça peut être des plus mineurs aux plus complexes, entre guillemets, ce qui va faire qu'on va analyser déjà l'existant. Donc, il faut que nous, en tant que BA, business analyst, on connaisse le système d'information, le logiciel. Il faut aussi qu'on connaisse les besoins métiers. Ensuite, alors ça peut être encore une fois sur une toute petite partie du logiciel. Donc, il y a des gens, des BA qui connaissent le besoin métier sur une toute petite partie de ce logiciel parce qu'ils travaillent que sur cette partie-là, sur ce lot. Ensuite, vous allez aussi travailler sur la partie définition des besoins, mais encore une fois, de manière restreinte et limitée par rapport au ticket.
Donc là, ça va être, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'il me demande, d'avoir, alors on a un champ texte, par exemple, un champ texte et puis, en fait, ils veulent que ça passe en liste déroulante. Alors, ouais, mais ça implique ça, c'est compliqué. Les développeurs, ils disent: «Non, mais attends, c'est compliqué parce que ça nous fait changer ça et cetera». Donc vous allez voir l'utilisateur: «Mais pourquoi tu veux changer? Ça marchait bien». Ben non, ça fonctionne pas parce qu'après, nous, on l'envoie au marketing. Le marketing, il doit faire un tri des données ou des tableaux croisés dynamiques ou je sais pas quoi et ou dans l'outil et en fait, quand c'est un champ texte, il y a plein parfois des erreurs de frappe ou c'est jamais la même chaîne de texte et du coup, on peut absolument rien synthétiser, c'est une catastrophe. Donc on veut que les gens, ils ne saisissent que par rapport à une liste déroulante et là, on peut faire des analyses hyper claires. Donc là, ah OK, j'ai compris et donc vous allez retourner, par exemple, hein, je vous ai inventé un cas, hein, vous allez retourner voir les développeurs en dire: «Bah non, c'est important parce qu'au niveau des besoins, derrière, c'est exploité par le service marketing. S'il ne peut pas exploiter, parce que c'est un champ texte, et que du coup, il ne peut pas lancer ses campagnes marketing à la bonne audience et cetera et ben, ça crée, potentiellement, des coûts supplémentaires ou alors ça empêche de vendre, de respecter, enfin d'atteindre des objectifs de vente et cetera. Donc là, vous, en tant que business analyst, ça y est, vous comprenez pourquoi, vous avez la vision métier et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir être force de proposition et quelque chose qui à la base semblait très mineur, un changement de format de texte, de format de champ, et ben, c'est ça qui va vous permettre d'être pertinent, de pouvoir dire c'est pour ça que ce ticket il est marqué en majeur parce que ça pourrait être marqué mineur, c'est majeur parce que c'est majeur pour économiquement pour l'entreprise. C'est là votre plus-value. C'est de faire le lien entre le métier et l'équipe technique qui n'a pas cette compréhension et qui voit juste que bah, devoir changer la valeur, enfin le format de champ, bah, ça crée plein d'autres problèmes techniques et ça va prendre, bah, en fin de compte, 10 jours parce qu'il y a des effets de bord sur ben, d'autres parties, on va dire techniquement parlant, du système d'information. Donc ça, compréhension du besoin, élicitation, donc le recueil d'informations contextuelles et des besoins, ça va être les techniques employées en élicitation, elles vont être assez toujours la même chose. Souvent, c'est l'analyse documentaire. Vous allez aller chercher les spécifications si elles existent. Si elles n'existent pas, le pauvre business analyst, il est triste et désespéré parce qu'il ne sait pas comment comprendre le logiciel. Il a pas accès au code ou il ne sait pas lire le code. Donc il est bien emmerdé, on va dire. Et c'est franchement quelque chose de courant. D'où l'intérêt de faire de l'ingénierie des exigences et de faire le lien entre les besoins, les fonctionnalités et le logiciel pour comprendre quand on change un besoin, les impacts que ça peut et les fonctionnalités, ce que ça impacte. Donc, en hésitation, vous allez faire donc analyse documentaire, analyse des interfaces aussi, c'est assez fréquent. Vous allez faire aussi du requêtage en base de données, vérification des règles métiers et puis souvent des interviews. C'est à peu près toutes les techniques que vous allez utiliser, pas plus. Ensuite, si vous êtes en mode agile, vous allez faire du design thinking potentiellement. Alors ensuite, vous allez faire alors franchement, je vous donne des généralités, hein. Si ça arrive dans votre entreprise que vous faites d'autres choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, comme ça vous partagez. Si vous êtes en approche agile, vous allez alors pardon, au niveau de la conception fonctionnelle, donc soit vous allez mettre à jour les spécifications fonctionnelles détaillées qui existent. Vous avez de la chance, il y a des specs qui existent, que l'équipe projet a publié et que vous, X années après, vous avez récupéré ces specs, elles existent, voilà, elles ont été conservées, elles ont été, avec beaucoup de chance, mises à jour depuis, des années et donc vous tapez pas des specs qui datent d'il y a 10 ans, qui n'ont jamais été mises à jour et qui reflètent pas le système d'information actuel. Donc vous pouvez être amené à mettre à jour ces spécifications fonctionnelles détaillées, les exigences non fonctionnelles également, ou alors un document de règles métier qui peut être un simple fichier Excel. Donc ça, c'est si ça existe. Sinon, vous pouvez être amené à les créer. Voilà, pourquoi pas. Vous pouvez, sinon, si c'est en approche agile, bah, vous allez faire les user stories avec les critères d'acceptance. Forcément, ça va rentrer dans les items du product backlog. Donc ça, c'est ce que vous allez faire. Et puis ensuite, il y a toute la partie des tests. Et vous avez pu voir que c'est très important. Donc, quand on est en approche agile, on automatise beaucoup les tests parce qu'on est tout le temps en train d'en faire, de faire de la non-régression, etc. Donc, souvent, on automatise. Mais en tout cas, sachez que voilà, toute la partie test fonctionnel,
Test métier, c'est quelque chose, et je ne vais pas vous le redire parce que c'était finalement bien expliqué dans l'annonce que je vous ai citée tout à l'heure. Vous allez en faire beaucoup. C'est vraiment la plus grosse partie, je pense, de l'activité du business analyst en maintenance. Après, toute la partie clôture du ticket, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le ticket, il aura généré des corrections. Si jamais dans l'analyse, on estime que c'est majeur, c'est sorti et c'est mis en correction, enfin en maintenance, en demande d'évolution, et ça sort de la maintenance, du périmètre de la maintenance. Et à la fin, donc là, le ticket, s'il a été corrigé, etc., vous avez tout testé, vous voyez avec l'utilisateur est OK. Et là, du coup, vous allez avoir la responsabilité, normalement, au niveau fonctionnel, de valider que l'utilisateur est content et qu'on peut le clôturer. Et il y a quand même toute cette démarche-là, hein, de vérification, validation, qui peut prendre aussi un certain temps. Je vous ai parlé de l'ingénierie des exigences. J'ai vu souvent des équipes, des business analysts dans le cadre d'équipes de maintenance, dans des moments où il y a moins de travail, qui disent, bon, ça ne peut pas durer, on n'a aucune spec sous la main, c'est une catastrophe, on n'a aucune visibilité sur le logiciel, et du coup, quand on a une demande d'évolution ou une demande de correction, on est incapable de faire une analyse d'impact. On est incapable de savoir si ça ne va pas impacter, je vous donnais un exemple tout à l'heure, d'autres fonctionnalités, si ça ne va pas détruire, entre guillemets, un besoin qui avait été correctement répondu quelques années avant. On ne sait pas, on n'a pas de visibilité. Donc, j'ai vu pas mal d'équipes qui décident de mettre en place l'ingénierie des exigences pendant leur moment de creux. Donc, vous pouvez aussi décider de faire ça parce que franchement, c'est, je dirais, la base pour bien travailler, c'est d'être capable de faire le lien entre le besoin métier initial, la fonctionnalité ou l'exigence non fonctionnelle et le logiciel une fois qu'il est développé. En approche agile, c'est très compliqué parce que, et je ne vais pas en parler trop longtemps, parce que en fait, ça évolue tout le temps, et ça évolue tellement que les user stories, une fois qu'elles sont mises en prod, en fait, elles disparaissent, quoi. Le besoin, il peut être remplacé par autre chose derrière, et donc c'est compliqué. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. J'espère que je vous ai apporté pas mal d'informations. Je vais regarder avant de passer à la suite, si vous avez des questions. Là, je vais regarder du coup le détail de le chat. Et je vais regarder un petit peu ce que vous me dites. Alors, il n'y a pas énormément de questions. Alors, Lionel, c'est super. Donc, Lionel, qui est entre autres le garant et le spécialiste des tests. Toi, tu me dis utiliser les 5 pourquoi aussi quand on questionne pour aller plus à la compréhension du métier. Oui, alors effectivement, il y a des techniques de recueil des besoins ou de s'assurer qu'on va à la root cause, qu'on va à la cause racine, et notamment la méthode des 5 pourquoi. Vous pouvez regarder sur mon blog un article sur cette méthode-là pour poser les bonnes questions, parce que le but, la méthode 5 pourquoi, comme le nom l'indique, on pose 5 fois la question pourquoi. Sauf que à la fin, si vous avez la réponse parce que, vous êtes bien avancé. Et donc, il y a quand même des bonnes pratiques pour ne pas se retrouver avec un parce que qui ne vous avance pas du tout. Donc oui, il y a pas mal de techniques qui permettent de savoir, de connaître la cause racine, et tu as tout à fait raison, Lionel. Alors, Lionel, parfois les critères d'acceptance ne sont pas complets. Oui, effectivement, eh bien, les critères d'acceptance, alors je ne vais pas m'étendre dessus, je pourrais faire un live éventuellement sur le sujet, mais c'est ce qui permet de tester en fait une user story. La user story, en gros, c'est l'exigence. On veut implémenter une nouvelle exigence dans le logiciel, et comment est-ce qu'on va vérifier que ça a été développé en accord avec ce qui est attendu et par rapport à la satisfaction utilisateur. Donc, on va définir des critères d'acceptance qui peuvent être de toutes sortes. Ça peut être la validation d'une règle métier, ça peut être de s'assurer que le product owner a signé, je ne sais pas quoi, ça peut être X choses, et ça peut être aussi des exigences non fonctionnelles en termes de la rapidité, la fiabilité, la portabilité, etc. Donc, dans les critères d'acceptance, effectivement, c'est une responsabilité importante de la part du business analyst, qui est de le définir, parce que sinon, le test, c'est bien beau, on va le faire, mais on va le faire par rapport aux critères d'acceptance de la user story. Donc là, je parle des approches agiles, hein. Et si les critères d'acceptance ne sont pas bien identifiés, le test va passer toutes les étapes, et malgré tout, à la fin, ça sera l'utilisateur peut ne pas être content, ne pas être satisfait parce qu'ils n'auront pas été complets. Donc effectivement, tu as raison, c'est super important. Alors, tu me dis quoi? Les CA permettent aux devs de mieux comprendre aussi ce qu'ils doivent. C'est quoi CA? Les CA? Je ne sais pas ce que c'est, excuse-moi. Donc, toi, Lionel, tu me dis les CA permettent aux devs de mieux comprendre aussi. Ah oui, pardon, critères d'acceptance, excuse-moi. Les neurones non connectés.
Donc, les critères d'excellence permettent aux devs de mieux comprendre aussi ce qu'ils doivent développer. Oui, effectivement, parce qu'une user story, c'est succinct, même si ça s'appuie après sur éventuellement de la modélisation, sur plein de compléments. Mais les critères d'acceptance, ils complètent évidemment de manière hyper importante la user story. Non, non, sorry, il n'y a pas de souci, c'est moi qui n'ai pas. Voilà. Thierry, je crois avoir vu une offre de BA en run sur la partie plutôt infra. Bah oui, oui, c'est exactement ce que je viens de dire à l'instant. Donc, c'est bien de la maintenance. Tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, ça sera c'est ça en fait. Et la partie infra, infrastructure quoi, enfin infra, je sais pas comment dire parce qu'on dit ça, on dit ça. C'est quand même très technique du coup, hein. Voilà, très technique. Mais oui, il y a des BA. En fait, l'équipe de dev, elle n'est pas en capacité à savoir si un ticket, il a, parce que parfois en fait, il y a une bagarre entre au niveau de criticité et urgence. Par exemple, un utilisateur va dire c'est urgent, donc ça veut dire, ou c'est un bug majeur, et donc il faut genre 2 jours pour pour résoudre le bug. Mais l'équipe de dev va dire mais 2 jours c'est pas possible. Moi, le temps que je fasse ça, on en a pour au moins un mois. Et donc souvent, le chef de projet, il va essayer de faire changer le niveau de criticité ou d'urgence pour gagner du temps, pour X ou Y raison. Mais derrière, l'utilisateur, il peut être hyper embêté si jamais c'est pas fait rapidement, parce que pour lui, c'est vraiment critique. Et donc, le business analyst, il fait vraiment ce pont entre le métier, ses besoins. N'oubliez pas qu'on est garant de la satisfaction utilisateur et client et économique, puisque l'utilisateur n'est pas forcément celui qui paye. Nous, on est garant de ça. Et c'est parfois évidemment compliqué d'avoir de l'autre côté l'équipe technique et en plus de l'autre côté le contrat. Donc on a 3 sons de cloche et nous on est là en mode consensus où on est censé essayer de les aider en fait à trouver un consensus. Et donc c'est notre compréhension de toutes ces points de vue différents qui fait notre plus-value à nous. Donc, il ne faut pas rester le nez dans le guidon à faire nos petites user stories, nos critères d'acceptance, nos petits tests. On a beaucoup plus d'importance que ça et de plus-value que ça. Et forcément, c'est compliqué au début quand on commence. Hein, on a tous débuté où on est le nez dans le guidon à être réactif plutôt que proactif. Mais bon, c'est important de le dire. Alors après, Thierry, tu me dis, mais ici, donc dans l'annonce, il n'y a pas d'aspect fonctionnel. Bon, je n'ai pas vu l'annonce, donc je suis absolument désolée, je peux pas voir maintenant. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi l'employeur, il y a un recrutement de business analyst. Parce que s'il y a un recrutement de business analyst, c'est qu'ils ont un trou dans la raquette au niveau de leur processus ou qu'il y a une satisfaction qui n'est pas au rendez-vous, etc. Donc, je ne peux pas te répondre, hein, c'est l'employeur, mais à la limite, dans ce type d'annonce, moi, j'irais poser la question. Toutes les questions que tu te poses, elles sont légitimes. Il ne faut pas hésiter à dire je suis étonnée que vous ayez besoin d'un business analyst et pourquoi, quelles sont les problématiques. Parce que n'oubliez pas, on réagit, nous, par rapport à un problème. Ça peut être un problème de satisfaction, de qualité, réglementaire, interne, etc. Tout type de problématique. Donc, ça peut être l'occasion de creuser le sujet et de montrer justement que vous, le candidat business analyst, vous avez une vision hyper large, en fait. Et ça vous fera sortir du lot. Voilà, ce que je vous propose, c'est de nous arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas à me faire le petit like aussi si ça vous a plu et si le contenu de ma chaîne vous a plu pour booster un petit peu ma chaîne, puisque le but, c'est que mon travail y soit vu par le plus de gens possible et que malheureusement, on dépend des algorithmes de YouTube et de Google et de je ne sais quoi, et qu'eux, ils regardent les lives, les likes, les partages et tout ça. Donc, voilà, si vous voulez m'aider, aider ma chaîne, un petit like. Je vous souhaite une super bonne soirée. J'espère que ce live vous a plu, que vous avez appris des tas de choses. Et puis, écoutez, rendez-vous sur mon blog ou dans la masterclass si vous venez vous former dans mon école en ligne ou par mail si vous avez des questions à me poser pour un futur live. Voilà, bonne soirée à tout le monde et puis ciao, ciao.